6 mois de l'élection présidentielle et si on ne connaît toujours pas le candidat officiel de l'UMP, mais sans nul doute ce sera Nicolas Sarkozy, eh bien le Parti socialiste a désormais son champion, ce sera François Hollande. Le candidat socialiste, vous le savez, a remporté hier la primaire de son parti, il a nettement battu Martine Aubry, 56,6% contre 43,4% des suffrages. Voilà les chiffres définitifs que vous découvrez à l'antenne. Alors comment le candidat socialiste est-il jugé aujourd'hui par la presse étrangère? Quel regard les correspondants étrangers ont-ils sur ces primaires inédites en France? Comment perçoivent-ils le duel Nicolas Sarkozy-François Hollande? Eh bien, on en parle ce soir avec Anne Bagameri, qui est rédactrice en chef à l'International Herald Tribune. Bonsoir Anne. Avec Randa Taqieddine, qui est correspondante du journal arabophone Al-Hayat. Bonsoir. Bonsoir. Avec Tullio Gianotti, chef du bureau à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et avec Henri Vernet. Bonsoir Henri Vernet. Vous êtes rédacteur en chef du Parisien aujourd'hui en France, auteur de Tous les coups sont permis, c'est aux éditions Calman Lévy avec Renaud Dely. Alors avant de commencer notre débat, le portrait de celui qui va tenter de battre en mai 2012 Nicolas Sarkozy, portrait de François Hollande signé Hélène Hugues, notre consoeur de France 2. En apparence, François Hollande est un homme pressé. Il circule en scooter, mène campagne au pas de charge. Oui, j'arrive. En réalité, c'est un homme patient qui a toujours su attendre son tour. Pourtant, ce n'est pas faute d'y avoir rêvé. Dès la plus tendre enfance, à Rouen, entre un père médecin flirtant avec l'extrême droite et une mère chérie, assistante sociale, disparue il y a 2 ans. Il nous disait quelque chose qui nous faisait toujours rire. Il dit: quand je serai grand, je serai président. Alors on n'y croyait pas du tout. On n'y croit toujours pas d'ailleurs. Pourtant, tout le prédestine. Ses études, HEC, Sciences Po, l'ENA, la voie royale, au sens figuré comme au sens propre. Car c'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa compagne. Avec Ségolène Royal, il aura 4 enfants. Ensemble, ils mènent une carrière symétrique. Conseiller de François Mitterrand à l'Élysée, puis député. Vie privée, vie politique, le couple devient médiatique, mais la lumière est sur elle. Pas de place pour deux, elle sera ministre, pas lui. Lui gravit tous les échelons du Parti socialiste. D'abord proche de Jacques Delors, puis de Lionel Jospin. Il prend la tête du PS en 97. Sa mission, tenir la maison alors que Lionel Jospin entre à Matignon. 21 avril 2002, Lionel s'en va, François reste. À lui de relancer la machine. En 2004, c'est la vague rose aux régionales puis aux européennes. Il se voit présidentiable. Mais le non-référendum européen brise ses ambitions. On connaît la suite. Pour la présidentielle, encore une fois, il doit céder la place à Ségolène Royal. Déjà, mais on ne le sait pas encore, le couple bat de l'aile. La séparation ne sera officielle qu'après la défaite de 2007. François Hollande peut alors enfin sortir de l'ombre de Ségolène Royal. Il quitte la tête du PS, s'affiche avec sa nouvelle compagne, change de look, perd 10 kilos. Pendant des mois, il parcourt la France et finalement annonce sa candidature en mars depuis son fief de Corrèze. Toute la campagne, il fait la course en tête devant Martine Aubry. Le sérieux budgétaire, la justice fiscale, la jeunesse. En 2012, c'est avec ces thèmes qu'il compte en découdre avec Nicolas Sarkozy. Anne Bagameri, en tant qu'américaine, est-ce que vous pensez qu'un homme qui se présente comme normal peut devenir président de la République ? De la République française, j'en sais pas trop. Il y avait une petite vague de gens normaux, pour ainsi dire, en tête de l'État américain. Par exemple, George W. Bush, qui se présentait comme everyman, comme quelqu'un avec qui il serait bien de coiffer, de boire une bière. La question pour les Français, c'est que est-ce que c'est un genre normal, quelqu'un qui inspire la confiance, mais qui a aussi tout ce qu'il faut avoir pour être un chef d'État. Et ça, c'est vraiment une personne surnormale. Vu les demandes que l'on place sur les épaules de cet homme, c'est aux Français de décider. Et de décider que jusqu'ici, est-ce que François Hollande a démontré que lui, il peut porter ce fardeau? Le fait de paraître normal ne l'exclut pas. Mais c'est d'ici aux élections présidentielles, c'est à lui d'approfondir la connaissance des Français de ses atouts, quoi. Tullio Gianotti, comment est-ce qu'on le perçoit, François Hollande, en Italie? Mais c'est cet aspect de la normalité que les Italiens ils ont aperçu. Après,
c'est l'effet de voir un homme politique qui est un peu plus à côté des gens, qui est un peu loin de ce cercle de la politique qui aujourd'hui est de plus en plus contesté, il est de plus en plus mal vu par les gens, et surtout quelqu'un qui est prêt à la négociation. C'est un aspect du caractère de Nicolas Sarkozy qui est pas vraiment le meilleur de l'actuel président. Le fait qu'il puisse, après avoir la possibilité de gagner une élection présidentielle contre quelqu'un qui a du charisme, qui sait faire une campagne présidentielle et surtout qu'il a une expérience de gouvernement énormément majeure, ça c'est une autre histoire. Après, il faut voir. Mais en Italie, en tout cas, on aime sa proximité avec les gens. Absolument, ça c'est quelque chose. Et est-ce qu'il n'est pas trop lisse, trop normal pour les Italiens? Parce que les Italiens, ils ont quand même bien aimé pendant 17 ans Silvio Berlusconi. On ne peut pas dire que François Hollande ressemble à ce type de personnage. Est-ce qu'il n'est pas trop lisse pour les Italiens? Oui, mais aujourd'hui, ça va changer. On les voit tous les jours dans la rue, on les voit dans le débat. Il y a une demande des substances, des propositions vraies. Pas uniquement d'image, pas uniquement de charisme, du mode de présentation à la télé. Ça, c'est fini. Je crois que ça va changer. Randa Tacchiedine, est-ce qu'on le connaît, François Hollande, dans le monde arabe? Écoutez, plus ou moins, bien sûr. Il a été au secrétaire général du Parti socialiste, et vous savez que l'international socialiste se réunit fréquemment et qu'il y a souvent des membres du Parti socialiste d'un pays, de pays arabes qui sont venus, ou des pays même, beaucoup de l'international socialiste de la région qui sont venus assister à ces congrès et qui ont vu François Hollande. Et je sais que Hollande, par exemple, moi je suis libanaise et je sais que Hollande a des amis au Liban, il a été au Liban, il connaît la problématique arabe, il connaît bien sûr le problème palestinien. Moi-même, je l'ai interviewé il y a quelques mois et il était tout à fait au courant des problèmes internationaux. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a été auprès de Jospin et auprès de Mitterrand et auprès de Jacques Delors, il ne peut pas ne pas connaître les problèmes internationaux et les problèmes du monde arabe. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de changements. Mais il y a le problème israélo-palestinien qui, depuis 40 ans, n'a pas changé. Henri Vernet, dans la presse étrangère et notamment aux États-Unis, on pointe son inexpérience. Dans l'International Herald Tribune aujourd'hui, il y avait un papier sur François Hollande et la première phrase a été François Hollande qui n'a jamais participé à un gouvernement. On a pu lire également François Hollande, président du Conseil général de Corrèze, plus petit département français. Quelle expérience? Est-ce que c'est une faiblesse aujourd'hui pour François Hollande? Oui, c'est une faiblesse. C'est vrai que en France, de toute façon, pour être élu président, il faut avoir un certain bagage. Il faut aussi, et là je rejoins quand même la question de la normalité, il faut aussi avoir souffert. Il faut avoir encaissé beaucoup. Regardez, un président en France, c'est quelqu'un, sauf Sarkozy, il faut le noter, mais c'est quelqu'un qui a perdu des élections auparavant, qui est dans le champ depuis longtemps et qui a été ministre, Premier ministre la plupart du temps, et donc qui a cette épaisseur. Je suis dire plus nuancé que Randa sur le côté international. Non, il n'a pas de stature internationale, François Hollande. D'ailleurs, ça n'intéresse pas tellement. On voit bien qu'il y a beaucoup de... Non. Pardon, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de stature, qu'il n'a pas de stature, qu'il a une stature internationale. J'ai dit qu'il est connu. Ils le connaissent, c'est-à-dire vous allez au Liban, moi je sais, il a des amis libanais, il connaît des Palestiniens. C'est un pays particulièrement attentif à la France, le Liban. Heureusement, c'est très bien, mais c'est pas quelqu'un qui a une renommée. Ouais, d'ailleurs, Anne, je vais vous laisser terminer. Henri Vernet. On le connaît aux États-Unis, François Hollande? Pas du tout, non, pas du tout. En Italie, on le connaissait? Mais non, un peu plus. Avant, c'était le mari de Ségolène Royal. Exactement, donc ça fait pas une expérience très riche d'être le mari de Ségolène ou disons un petit peu l'homme lige de Lionel Jospin qui lui-même n'a pas une grande carrière présidentielle. Donc il a quand même il a cette faiblesse-là. Quant à la normalité, c'est aussi un argument qui s'est retourné contre lui. En réalité, quand il a dit je veux être un président normal, c'était typiquement un argument de campagne pour contrer à l'époque Nicolas Sarkozy qui, comme vous l'avez souligné, était un peu notre Berlusconi à nous, du côté dans le côté excessif de la personnalité, de le président bling bling et tout ce qu'on voudra. Et puis
par rapport à DSK. Quand Hollande avait dit ça, à l'époque, il y avait encore Strauss-Kahn qui était dans le champ. Et Strauss-Kahn, pareil, c'est tout sauf l'homme normal. C'est l'homme de puissance, d'argent. Et puis jusqu'au crash final qu'on a vu. Est-ce qu'on peut être président de la République et être normal ? Alors, je dirais que dans son cas, oui, sans préjuger de l'élection bien évidemment, parce que, là je reviens pour le coup aux armes qu'il faut pour être président, et je pense, il faut donc souffrir et s'ordonner des coups, je pense que François Hollande est un très bon encaisseur de coups, il a été surnommé culbuto, et donc en réalité il est beaucoup moins normal qu'il n'y paraît, et juste toute dernière chose, on a vu sa mère tout à l'heure, qui disait, il y pensait, il disait ça quand il était enfant, et ben ça voilà, ça c'est la marque des présidents, ce sont des gens qui y pensent depuis qu'ils sont gamins. Nicole Hollande qu'on a entendu. Je vous propose ensuite d'écouter François Hollande. C'était hier soir à Solferino, le candidat socialiste qui veut, je le cite, réenchanter le rêve français. On l'écoute. Cette démarche, elle est fondée sur la crédibilité. Elle est fondée enfin sur une grande espérance. Celle que je porte et que je continuerai à brandir tout au long des prochains mois, c'est-à-dire offrir à la jeunesse de France, à la génération qui vient, une vie meilleure que la nôtre. C'est le rêve français que je veux réenchanter, celui qui a permis à des générations durant toute la République de croire à l'égalité et au progrès. Et c'est pourquoi j'ai fait de l'école de la République la grande priorité de ce qui pourra être demain mon prochain quinquennat. Le rêve français, Anne Bagameri, ça fait un peu écho à la campagne de 2007, avant 2007, de Barack Obama, du « I have a dream ». Bon, en effet, « I have a dream », c'est Martin Luther King que Barack Obama a repris. Et lui, c'était plutôt la campagne de l'espoir. Il faut toujours espérer, il faut avoir de l'espoir en l'avenir, un grand avenir mené, bien entendu, par Barack Obama. Là, c'était un peu la rupture avec les 8 ans de George W. Bush, le président soi-disant normal, qui gouvernait non par sa tête, mais par son esprit, par ses instincts. Et on est arrivé jusque-là. On préférait quelqu'un qui savait souffler un peu d'espoir dans la vie des Américains, qui représentait aussi un très haut niveau d'intelligence, de créativité et de pouvoir de rassembler les gens. Donc voilà ce qu'a essayé de faire Barack Obama. 4 ans après, presque 4 ans après, je ne sais pas si par exemple les électeurs américains espèrent encore dans un meilleur monde, ils veulent tout simplement un boulot et assez d'argent pour pouvoir... C'est-à-dire qu'on a quitté là le monde du rêve. Là, aux États-Unis au moins. Aux États-Unis. Et en France, je me demande bien si on n'est pas sur le seuil de la même chose, quoi. Tullio Gianotti, est-ce que les Français ont besoin de rêver aujourd'hui, d'être rassurés? Peut-être que c'est plus un moment de rêver. Le moment de rêver, c'est un moment de croissance. Maintenant, c'est une période, les gens sont affaiblis. Ils ont, dans certains cas, ils n'ont plus d'espoir. Donc, moi, je trouve qu'ils préfèrent, soit les Français, soit les Italiens, ils préfèrent, au lieu de solutions miracles ou des solutions trop d'imagination, il faut des solutions concrètes. Et François Hollande apporte ces solutions concrètes dont vous parlez? Il est quelqu'un qui donne quand même l'idée d'être modeste, concrète, qui se pose des objectifs qui peut arriver à rejoindre. Henri Vernet, vous êtes d'accord avec ça? Je pense quand même qu'il faut aussi les enchanter, comme dit François Hollande. D'ailleurs, il faut quand même noter justement qu'il a retrouvé là un petit peu de souffle, parce que c'est ce qui manquait vraiment dans cette campagne et dans ses projets. Je veux dire que quand on parle, lui, il a beaucoup mis l'accent sur la réforme fiscale, sur la rigueur budgétaire, sur le zéro déficit en 2015 ou en 2017. Très bien, ça c'est la rigueur, comme vous dites, c'est prendre compte de tenir compte de la réalité, mais ça ne fait pas rêver les gens. Et pour une élection présidentielle, là pour le coup on est comparable aux États-Unis et pas c'est ça la comparaison. Il faut vraiment raconter aux gens une histoire. C'est la rencontre entre la présidentielle en France entre un homme et un peuple. Et à ce peuple, il faut vraiment que vous lui présentez quelque chose, une vision, un projet de société. Là, en parlant de réenchanter, en mettant l'accent sur l'avenir de la jeunesse, là oui, disons que François Hollande, en fin de parcours sur ses primaires, a retrouvé un petit peu du souffle qu'il faut absolument à un candidat à la présidentielle. Donc oui,
il faut aller au-delà des contingences. Bien sûr, là, pendant longtemps, on a eu dans cette campagne des primaires des premiers ministrables. Et c'est pas avec ça qu'on fait déplacer les gens vers les urnes. Anne Bagameri, un mot sur Martine Aubry qui a perdu cette primaire. Vous le regrettez, hein? Disons que c'est récent que j'étudie de près la situation politique française, donc j'hésite à me prononcer trop fermement. Mais je voyais qu'ayant regardé le débat entre François Hollande et Martine Aubry, moi je trouvais Martine Aubry beaucoup plus présidentielle. Plus dense. Plus dense, plus éloquente. Et plus présidentielle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une impression qu'elle donne, qu'elle est prête à gouverner, qu'elle est prête à être un leader. Et lui, j'avais même pas du tout la même impression. Et puisque un débat, surtout entre deux candidats qui ont à peu près les mêmes idées sur le gouvernement d'un pays, l'impression reste sur tout ce qui est superficiel, l'aspect, la voix, la façon de parler. Et à ce point de vue-là, j'aurais voté Martine Aubry. Randa Tachédine, vous avez un regret par rapport à Martine Aubry? Vous la trouvez comme Anne Bagameri, plus dense, un côté plus présidentiable que François Hollande? Je trouve qu'elle est beaucoup plus dure, en fait, d'aspect. Je ne vois pas la densité dans ça. Je vois, au contraire, une femme de gauche très dure, un peu trop marquée du point de vue idéologique de gauche. Alors que pour moi, François Hollande... D'abord, vous parlez de normalité. Moi, je pense qu'au fond, on n'a pas dit que la fonction fait d'un homme aussi, qu'il prend l'habit du président de la République. C'est un homme normal, d'accord, mais une fois s'il devient président de la République, parce que la bataille n'est pas gagnée et que le président Sarkozy fait des campagnes en général... On parlait tout à l'heure, ouais. On a vu, il a fait une excellente campagne en 2007. Donc, c'est l'habit quand le candidat qui prend l'habit de président, qui le fait sortir de cette normalité, puisqu'il devient un président de la République. Il n'est plus un homme normal, de toute façon. Sauf qu'on a longtemps reproché à Nicolas Sarkozy, justement, de jamais être rentré dans l'habit du président. Ce qui n'empêche pas, je suis d'accord avec vous, de ne pas être normal au sens banal du terme. Ouais. Mais là, on est d'accord. Hein, moi, justement, je ne pense pas que François Hollande soit un homme normal, encore une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, un homme normal? Et disons je pense que Hollande, c'est peut-être moins visible que pour un François Bayrou ou pour une Ségolène Royal. C'est quand même quelqu'un qui, lui aussi, est habité par cette idée d'être un jour président de la République. Et ça, si vous n'avez pas ça en vous, eh ben, vous n'allez pas à cette conquête qui est quand même un marathon d'une dureté impitoyable. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que n'avait pas Martine Aubry. Peut-être ce qu'elle n'avait pas, c'est vrai, mais je pense qu'elle l'a quand même acquis dans une certaine mesure pendant la campagne. La campagne lui a donné envie. Je crois que sur les derniers temps, elle avait réellement envie. Maintenant, est-ce que secrètement, elle n'a pas éprouvé un léger soulagement aussi hier? Allez savoir, ça c'est le secret des personnes, de l'intimité, le fameux syndrome du père de Jacques Delors. Mais juste un mot là-dessus, c'est aussi ce qui a manqué en tout cas, peut-être pas à Martine Aubry, mais certainement à Jean-Louis Borloo. Un homme quand Jean-Louis Borloo, quand il cale devant l'obstacle, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas les tripes, qu'il n'est pas taillé comme un guerrier de la présidentielle. Il sait qu'il ne supportera pas les coups qu'il pourrait recevoir. Et il nous l'a dit d'ailleurs dans le livre que vous avez gentiment cité. Il nous disait, je n'ai pas le sens du tragique, je ne suis pas un tragédien, j'ai le goût du bonheur. Le goût du bonheur ou le goût de l'Élysée, il faut choisir. On fait une pause, on se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré donc ce soir à la présidentielle française. La gauche a son candidat, la droite connaît son adversaire, ce sera François Hollande. Il a été désigné à l'issue des primaires qui ont été largement couvertes par la presse étrangère. L'heure est au bilan. Comment ces primaires ont-elles été perçues par les correspondants étrangers? Ce sera dans la deuxième partie du débat, tout de suite. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde.
Les observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde. Ils sont rugbymen. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud ou d'Argentine et ils ont choisi Bayonne, Castres ou Agen pour jouer en championnat avec l'élite du rugby français. France 24 est allé à la rencontre de ces joueurs étrangers qui ont choisi la France comme terre d'accueil et qui sont chaque année de plus en plus nombreux. La Légion étrangère du Top 14, un web documentaire inédit sur france24.com.